Culture Soccer. Bienvenue, chers auditeurs et auditrices, à un nouvel épisode de Culture Soccer. Aujourd'hui, c'est moi, Anthony Devarenne, qui anime l'épisode parce qu'on va parler de division inférieure. Et quand on parle de division inférieure, à part la USL Championship et la Ligue 1, qu'est-ce qui reste sur Culture Soccer? La NISA. Et notre expert NISA est nul autre que Antoine Latran. Ça va bien, Antoine? Salut Anthony, ça va, un plaisir de revenir sur le podcast après quelques semaines un peu loin, mais toujours là pour parler de Nissa. Parfait, et cet épisode risque d'être très intéressant parce qu'on enregistre le 3 octobre, donc le samedi 3 octobre, et hier c'était la finale d'automne entre les Oakland Roots et le Detroit City FC. Donc on va pouvoir parler de cette finale-là et par la suite parler de tous les enjeux là, liés à la NISA. Donc c'est ça, aujourd'hui on parle de la finale, on parle de New York, on parle des futurs plans de la NISA, on parle de leur lien avec le soccer semi-professionnel, donc ça risque d'être très intéressant. Mais commençons par le match d'hier. Cette finale gagnée 2-1 par Détroit contre Oakland. Auckland avait débuté le match là, de très belle façon. Elle menait 1-0 à la mi-temps. Et finalement, Détroit a réussi à revenir au score et dans les dernières minutes du match, là, gagner. C'était vraiment un très beau match de Détroit. Et pour ma part, qu'est-ce que je voyais sur Twitter? C'était tous les fans de la NISA qui étaient derrière Détroit. Et j'aimerais ça, Antoine, aujourd'hui, là, que tu nous expliques un peu pourquoi tous les fans de la NISA étaient contre Détroit. Pourquoi les gens n'aiment plus les Roots? Est-ce que ça aurait un lien avec leur départ? C'est ça. Donc, pour faire simple, la finale d'hier était entre Detroit City FC et Oakland Roots. Et Detroit City FC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment le club populaire des divisions inférieures aux États-Unis. C'est un club qui a parfois plus de 5000 personnes dans son stade, qui a rénové son stade grâce à des financements participatifs. Ils ont fait des matchs contre Sampoli, contre des clubs italiens aussi, mexicains, des clubs de première division en amical. Il a vraiment une image de club antifasciste, un peu comme Sampoli là en Allemagne. C'est vraiment son pendant américain, je dirais. Il est souvent dans les médias. Hein. Il y a plein d'articles qui sont passés, notamment sur Culture Soccer, mais aussi voilà, sur des grands médias nationaux comme la BBC ou autres sur ce club parce qu'il a vraiment une grosse cote de popularité. Ses fans sont assez fous en plus. Le spectacle en tribune est vraiment sympa. Et c'est un club qui, voilà, petit à petit monte les échelons. Ils ont commencé à la division régionale, petit à petit semi-amateur national. Là, c'est leur première saison en professionnel avec la NISA. Enfin, la NISA, pardon, est leur première division professionnelle. Et c'est vraiment le club il est dur de détester parce qu'il représente tout ce que tous les clubs amateurs aimeraient être. C'est une bande de potes qui ont lancé leur club et qui a petit à petit monté jusqu'à devenir quelque chose d'exceptionnel. Récemment, ils ont même ouvert un financement participatif à tous qui a récolté plus de $700 000 pour devenir copropriétaire parce qu'ils veulent que le club soit partagé avec leurs fans comme ça l'est en Europe souvent. Et même Iggy Pop, le chanteur, pour ceux qui connaissent un peu le rock, y a participé. Donc voilà, un gros club populaire. Et de l'autre côté, Oakland Roots, c'est un peu les new kids on the block, les nouveaux venus de ces dernières années. C'est un club qui vraiment, dès le début, a fait une campagne marketing assez dingue. Le logo, enfin là, je suis en train vraiment, je parle avec, je viens de me rendre compte, le sweater de l'Oakland Roots, hein, pendant que je suis en train de vous parler, je porte le merchandise des Oakland Roots en ce moment même. Et voilà, le logo est super cool. Et il a été décliné en t-shirt, en casquette, en écharpe. Il y a toute une campagne de pub derrière pour en faire le club de Oakland, cette ville un peu gentrifiée, cette ville très afro-américaine qui respecte tout le monde. Il y a beaucoup d'immigration à Oakland, donc voilà, c'est un club aussi populaire, mais qui a été fait en fait directement, qui a été créé pour rentrer dans les divisions professionnelles, là où Détroit a petit à petit gagné ses galons de club professionnel au fil des années. Auckland, ils arrivent avec une campagne marketing de dingue. S'il faut parler de partout, dans tous les médias, nous, on avait réussi à interviewer les présidents d'Auckland il y a 2 ans, quand ils ont lancé le club. Et voilà, ils ont fait grand bruit en arrivant, sauf que directement, moi, quand je les ai interviewés, je me souviens qu'ils m'avaient dit, avant de regarder à la NISA,
ils avaient regardé un petit peu la USL et la MLS même. Ils ont des grosses ambitions. Ils sont soutenus par des propriétaires assez riches et en fait leur campagne marketing est vraiment digne d'un club de première division. Et ce qui devait arriver arriva dans cette ligue très instable qui est la Nissa, où il y a toujours des clubs qui reviennent, qui ne reviennent pas, où tu as des clubs qui sont vraiment plus du niveau amateur que pro et tu as des grosses machines comme le Cosmos à côté. C'est vraiment une ligue très étrange. Et quand tu as de l'ambition, je pense que c'est une ligue qui te stoppe dans tes ambitions. Et l'année dernière, par exemple, le FC Miami, qui était une des grosses cylindrées de la Nissa, est parti pour la USL. Qui est donc une division 2 mais qui appartient pas au même groupe, qui est plutôt une division 2 qui est en relation avec la MLS. Donc clairement pas le même univers. Le FC Miami est parti pour la USL parce qu'il voulait gagner plus d'argent, pouvoir dépenser plus, être dans une division plus compétitive. Et donc ils ont quitté la Nissa, ce qui a donné un gros coup à la Nissa parce que c'était un club très important pour elle, le FC Miami. Et là c'est pareil, Auckland a décidé de quitter la Nissa l'année prochaine pour arriver en USL. Dans une division plus compétitive. Ça donne un gros coup à la Nissa parce que on parlait beaucoup de la ligue grâce aux Auckland Roots. Et ce qui est drôle, c'est que les Auckland Roots continuaient à être dans cette ligue, en tout cas dans la Nissa pour la fin de l'année. Donc ils étaient en finale contre Détroit et forcément tous les fans de Nissa voulaient voir Auckland perdre puisque Auckland partait de cette division. Surtout que la Nissa est vraiment dans une démarche promotion-relégation, anti-MLS, anti-monopole, alors que la USL et la MLS, même s'il y a une envie d'avoir de la promotion-relégation en USL, voilà, la MLS, c'est des entités privées, c'est des gros clubs qui appartiennent à des riches sans qu'il y ait de promotion-relégation. Donc voilà, deux philosophies différentes, et c'est pour ça que le match d'hier était particulièrement intéressant. Oui, exactement. Et ça, comme je le disais tantôt, là, les supporters sur Twitter, c'est sûr que ceux qui parlent le plus sont les plus fervents supporters, là, mais on voit déjà un lien depuis un temps que les supporters de la Nissa sont un peu sont souvent anti-MLS ou anti-USL, pas forcément à cause sportif, mais plus le côté promotion-relégation. Donc, non, c'est vraiment intéressant et j'ai aimé ton point, tu parlais du marketing. C'est sûr que les Roots avaient un marketing qui était vraiment, on pourrait dire, supérieur à la Nissa. C'est plate à dire, mais quand tu vois dans la même ligue, là, Oakland Roots et après ça, les Michigan Stars, Ouais. c'est décevant. Juste pour mettre en contexte pour ceux qui ne connaissent pas les Michigan Stars, premièrement, je vous conseille d'aller voir leur logo sur, sur Google. Il est horrible. Si vous ne le trouvez pas, écrivez FC Sparta Michigan. Des fois, il y a une petite confusion, mais il est vraiment. C'est un logo de base que je crois qu'on peut acheter sur des sites pour environ 5 à 10 $. Donc, si vous voulez vous créer un club pro, pas besoin d'engager un graphiste des plus renommés. Mais Voilà, c'est c'est tout ça. le contraire tout le contraire des Roots qui ont vraiment, eux, engagé un graphisme super connu qui s'appelle Matthew Wolf Ouais. et qui ont direct investi dans des joueurs. L'attaquant vedette, pour ceux qui nous suivent depuis Montréal, l'attaquant vedette des Roots, c'est Jack McInerney qui a joué à Montréal pendant une saison ou deux, un ancien joueur de MLS, mais il y a 2 ou 3 aussi grands joueurs de USL dans cet effectif. Donc, l'Auckland Roots a toujours eu cette motivation de dépenser et de s'instaurer sur la longue durée. Et la Nissa n'est pas forcément la ligue qui inspire le plus niveau stabilité. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il la quitte. Oui, exactement. Et tu parlais de Matthew Wolf. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il collabore avec les plus grandes marques. Il a collaboré avec le LAFC, avec le PSG. NYCFC, l'équipe de France aussi pour les maillots de la Coupe du Monde 2018 et le Nigeria. Exactement. Et plus récemment, il a collaboré pour les plus beaux maillots, un des plus beaux logos en USL, les Charleston Battery. Il a collaboré aussi pour le nouveau club de Louisville en NASL, pas NASL, en NWSL. Donc, non, c'est vraiment un graphiste renommé. Mais c'est pas tous les clubs de USL qui sont dans la même situation que les Michigan Stars, là. Le reste, on pourrait dire que c'est plus original. Moi, particulièrement, j'aime bien celui du New Amsterdam.
J'aime bien celui de Chattanooga, même Détroit. Donc, vraiment, en général, c'est des beaux logos. Mais je voulais prendre le pire exemple pour noter la différence. Mais c'est ça. Et moi, qu'est-ce que j'ai aimé de la finale d'hier, c'est de voir un joueur comme Sean Lawson euh, permettre à son équipe d'égaliser. Sean Lawson, c'est un joueur qui vient directement de la NPSL, donc du 4e échelon national américain, qui a fait ses classes avec le Detroit City FC, et le voir jouer en professionnel, marquer le but égalisateur en tant que super sub, je trouve que c'est vraiment beau à voir et ça donne l'espoir. Je pense que c'est exactement le genre de scénario que la NISA cherchait. C'est vraiment permettre à euh, des joueurs semi-pro de vraiment passer à l'échelon supérieur. Et surtout, j'ai passé les joueurs, je vais être honnête avec vous, la plupart, je les connais pas. Ouais. Moi, quand je regarde un peu les joueurs qui sont en activité, Jack McInerney, je le connais bien sûr. Il y a Matt Lundy que je connaissais pour son temps passé avec les Richmond Kickers ou le North Carolina FC, si je ne me trompe pas. Christian Thierry qui a joué pour Reno. Sinon, il y a aussi Chris Clute qu'on a eu la chance de voir en MLS il y a quelques temps. Kevin Venegas également à Minnesota. Donc, il y a ce style de joueur-là, mais il y a aussi des joueurs que je connais absolument pas et c'est ça la beauté de cette ligue. Un peu comme la USL League One. Ça nous permet de découvrir des joueurs et si on recule il y a 3 ans, justement, ce genre de joueur-là n'avait pas la chance de jouer en pro. Donc, on voit vraiment que le soccer se développe aux États-Unis. Et une place qui se développe particulièrement, c'est New York. On va passer à notre autre sujet. Là. Il y a eu une nouvelle franchise à New York, le New Amsterdam FC. On parlait des Roots tantôt, mais vraiment, leur logo au New Amsterdam FC, je trouve parfait. Ils sont directement dans la ville de New York. Pour moi, ils ont un marketing béton. Il restait seulement à confirmer sur le sportif et malheureusement, là, ça n'a pas lieu d'être. On avait déjà un avant-goût dans ton article, là, mais sportivement, ça fait un peu pitié, hein, Antoine? Ouais, c'est dommage parce qu'ils avaient vraiment bien commencé. Comme tu dis, le logo est vraiment très beau. Les couleurs étaient bien parce qu'il y a une touche de orange pour rappeler le côté hollandais. New Amsterdam, c'était l'ancien nom de la ville de New York. Donc ils ont vraiment mis un marketing sur l'idée de la ville de New York. Ils voulaient qu'une grande partie de l'effectif vienne de cette même ville. Mais ça n'a pas bien commencé. En effet, il y a eu beaucoup de 3-0. Il y avait une petite coupe. Enfin là, avec Anthony, on parle de la fin du championnat d'automne, le Fall Championship, là où Détroit a en effet battu Auckland Roots. Mais avant ça, il y avait pendant la période de Covid une sorte d'Independent Cup qui était très régionale, juste en attendant la fin de saison. Et New Amsterdam a commencé là-bas. Ils se sont pris 3 fois 3-0. Ça n'a pas forcément été mieux pendant la Fall Championship. Donc là, ce qui vient de se passer, d'ailleurs, ça n'a pas été dit encore, mais la Fall Championship était juste à Détroit. Tous les clubs étaient rentrés là-bas, une sorte de bulle pour ce tournoi. Et ça s'est joué avec 2 groupes de 4 puis demi-finale, finale en l'espace de 2 semaines. Et ouais, New Amsterdam a perdu 3-0 contre Auckland. Ensuite, ils ont fait 2-2 contre les Stars du Michigan et ils ont perdu 4-2 contre Détroit. Donc, c'était moins pire que la Independent Cup, si je puis dire. Mais c'était toujours pas ça. C'est dommage parce qu'ils étaient entrés dans la ligue en annonçant en plein juillet Eric Wynalda, l'ancien entraîneur des Las Vegas Lights en USL et surtout ancienne légende de la sélection américaine comme entraîneur. Ce qui était vraiment bien, ça montrait qu'ils avaient envie il y avait vraiment une grosse hype autour de cette signature. Et finalement, il a dû partir très tôt à cause des raisons familiales. On pense que c'est à cause du Covid. Ça n'a jamais été trop expliqué. Mais malheureusement, ça a un peu arrêté les élans sportifs de New Amsterdam, qui n'a pas signé grand monde de connus non plus. Et ça s'est vu sur le terrain. Mais je pense que voilà, c'est une saison particulière avec le Covid. Et je pense qu'à la saison prochaine, ils reviendront beaucoup plus fort. Mais il y a eu aussi des gags. On en parlait un petit peu Anthony en micro, mais il y a eu un des premiers matchs qu'ils ont fait contre le New York Cosmos. C'était assez drôle puisqu'en fait il y a un des propriétaires du New Amsterdam qui était sur le banc en tant que gardien remplaçant. Ce qui est assez drôle. Il s'appelle Lawrence Girard.
Et il était rentré en plus en cours de jeu, donc il commençait même pas, mais à la mi-temps, ils ont fait rentrer un gardien et on s'est rendu compte que c'était le copropriétaire de l'équipe. Donc voilà, c'est pas un mec qui sort de nulle part, il était dans les U18 des New York Red Bulls puis en college soccer, avant de finalement arrêter le foot, mais c'est assez drôle de voir un propriétaire d'équipe jouer en professionnel. Donc voilà, une petite anecdote assez drôle, mais le New Amsterdam, je pense, reviendra plus fort l'année prochaine et prendra peut-être la place justement marketing de Auckland. Voilà, donc voilà l'analyse pour le New Amsterdam. Mais si tu veux, on peut passer à l'autre club de New York, les fameux Cosmos. Oui, exactement. Mais avant, je veux pas trouver d'excuses au New Amsterdam FC, mais juste pour vous dire, là, c'est assez fou. Ils ont été annoncés le 20 avril 2020 et ont commencé à jouer en juillet. Donc, ils ont eu environ 2 mois pour se préparer. C'est sûr, ils devaient se préparer là, dans le secret total, mais je trouve que c'est quand même fou, seulement 2 mois pour se préparer. Surtout que si on remet les choses en perspective, d'habitude, le 20 avril, la saison de Nice aurait dû être déjà commencée. Donc, je sais pas si c'était un peu improvisé ou de dernière minute. Je pense qu'à cause du COVID, ils ont pris l'occasion de les annoncer directement. Et non, c'est ça, comme tu l'as dit, les propriétaires sont très impliqués dans le club. Il y en a un qui a déjà joué et l'autre est directeur sportif et entraîneur jusqu'à temps qu'ils vont trouver un nouveau. Là, mais non, on pourrait dire que, tu sais, des fois, on dit que les propriétaires sont pas impliqués, mais eux, ils le sont pour vrai. Mais on parle d'implication. Et oui, tu voulais qu'on parle des Cosmos. Les Cosmos, cette saison-ci, ça n'a tout simplement pas fonctionné. Tu réunis un peu du New Amsterdam qui ont mal fait durant la Independent Cup, mais c'est la même chose pour le Cosmos avec deux défaites en 2 matchs. Par la suite, là, pour ce qui est de la Fall Championship, ils ont fini dernière de leur groupe avec seulement en 3 matchs, un nul et 2 défaites. Donc, ça allait tout simplement pas pour le Cosmos cette saison. Et en plus, il y a eu des petits scandales en dehors du sportif. Il y a eu un joueur des New York Cosmos qui a pilé sur la tête d'un joueur du New Amsterdam FC. C'était assez choquant comme vidéo. Si vous l'avez vu, vous le savez. Par la suite, à un moment, il a fallu qu'il aille à Chattanooga jouer un match, je pense que c'est lors de la Independent Cup, justement. Et au lieu de prendre un avion, ils ont fait un voyage de 2 jours en bus. Pour une équipe, je voulais dire, aux limites du semi-pro professionnel, on pourrait accepter. On a déjà vu ça. Mais quand on connaît un peu l'histoire du New York Cosmos, qui sont propriétaires, que leur propriétaire est un richissime homme d'affaires qui possède la Fiorentina en Serie A. C'est assez choquant. Je sais pas qu'est-ce que tu as pensé de la situation générale du Cosmos. Ça va pas très bien, là, hein? Non, c'est assez chaud pour le Cosmos. Donc, je pense que tout le monde connaît comme club des années 70, hein, celui qui avait Pelé, Beckenbauer, etc. Mais plus récemment, leur histoire au Cosmos a été très compliquée. Ils avaient rejoint la NASL, qui était une deuxième division qui tentait de concurrencer la MLS dans les années 2013 jusqu'à 2017. La ligue a fermé. Le Cosmos était un peu en état on va dire, de mort cérébrale. Il y avait que leur deuxième équipe, l'équipe B, qui jouait encore, mais au niveau amateur. Et l'équipe A était complètement inactive. Et ils sont revenus avec les Nisa de l'année dernière, en 2019. Et le Cosmos, ça fait du bien à la Nisa parce qu'il met une grosse marque dans le lot Nisa. Du coup, la Nisa est bien plus médiatique grâce au New York Cosmos, sans être trop médiatique non plus, hein. Mais voilà, c'est une marque quand même reconnaissable qui fait parler à l'étranger. Le New York Cosmos, je pense en France, tu parles à quelqu'un de club américain, si cette personne n'est pas tout jeune, soit être sur le LA Galaxy, soit le New York Cosmos. C'est une vérité de ce côté-là. Donc ça met quand même un gros poids dans la balance. Ce New York Cosmos, mais sur le terrain, ça a été un peu plus compliqué. Déjà, la saison régulière était pas dingue avant qu'elle s'arrête. Pendant la Fall Cup, la Fall Championship, ce qui s'est passé la semaine dernière, il y a eu une défaite face à Carolina United Strikers, il y a eu un nul face à Chattanooga et une défaite contre le LA Force, qui était pourtant pas dans les favoris.
Et donc, pour le New York Cosmos, c'était quand même une déroute assez pure et dure. Et les fans, qui sont assez nombreux pour un club de Nissa, parce que le Cosmos, c'est une marque. Donc, il y en a qui sont nés parents, avec des parents fans du Cosmos et qui le sont devenus ensuite. C'est un club quand même un peu populaire à New York. Et malheureusement, New York Cosmos a subi une déroute assez incroyable, ce qui est vraiment dommage parce que oui, leur propriétaire possède la Fiorentina, il a l'argent pour faire revivre le club, pour mettre des nouveaux investissements. Malheureusement, je pense que là aussi, le Cosmos est limité par les ambitions de la Nissa, qui a du mal à concurrencer la USL et la MLS. Et le Cosmos ne peut pas partir en USL ou en MLS parce que les marchés de New York sont déjà couverts dans ces deux ligues. Donc il est obligé de rester dans la Nissa. Et je pense que c'est un gros problème pour le Cosmos. Et à cause de ça, le propriétaire ne veut pas mettre plus de financement, ce qui est très dommage. Et ça crée une sorte de dégoût et de rejet de la part des fans du Cosmos qui en ont marre de voir leur club végéter dans les divisions inférieures et sans même avoir des bons résultats, encore s'ils avaient écrasé la concurrence, mais sauf que là, ça n'a pas été le cas. Donc ça crée de gros problèmes pour le Cosmos et pour le futur de l'équipe. Surtout que voilà, il y a New Amsterdam qui arrive dans la ville, qui a quand même une cote de popularité sympathique. Il y a surtout l'année prochaine en USL un club qui débarque à New York, le Queensborough FC, qui appartient en partie à David Villa. Et là, niveau concurrence, dans les divisions inférieures, ça va être très dur médiatiquement. Donc, un coup dur pour le New York Cosmos. Heureusement, le New York Cosmos a toujours l'effet et la force de leur marque, mais sportivement, ça n'allait plus du tout. Oui, exactement. Et tu disais que peut-être que la NISA n'est pas aux ambitions des Cosmos. En partie, je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, prouve-le. Tu sais, si les Cosmos auraient fini avec 9 points lors du championship et auraient gagné la finale 4-0, je pense qu'on aurait pu là, se questionner sur le sujet, peut-être essayer de les placer en Ligue 1, quelque chose du genre, mais vraiment, là, ils ont été un des pires clubs avec New Amsterdam. Et New Amsterdam a 3 mois d'existence. Non, j'exagère, là, mais il y en a 5. Et donc, c'est là qu'on voit qu'il y a un problème. Là. C'est sûr, c'est juste 3 matchs. Des fois, il y a des clubs, même les meilleurs clubs ont une mauvaise passe de 3 matchs parfois. Donc, on peut mettre ça sur cette faute-là. Peut-être les joueurs n'aiment pas Détroit, je ne sais pas, mais vraiment, je pense que l'équipe qui va avoir le plus à prouver lors de la prochaine saison, c'est les Cosmos, assurément. Et l'ANISA, je suis sûr qu'elle est du même avis. Ils sont allés chercher le Cosmos pour avoir justement un gros nom parmi ces jeunes équipes et tout. Donc, c'est sûr que si le Cosmos ne va pas bien, j'ai l'impression que, pas que l'ANISA va mal aller aussi, mais c'est pas bon pour leur ligue. Là. Ils veulent ce club-là classique parmi les meilleurs. Mais si jamais le Cosmos ne marche pas, l'ANISA a des solutions de rechange et ils ont déjà lancé la Nissan Independent Cup. C'est pas une solution de rechange, mais j'aime vraiment leur projet. Je pense qu'on le dit depuis tantôt, on le dit beaucoup, mais la Nissa, c'est un club qui se base sur des équipes, on pourrait dire, semi-professionnelles, qui les apportent au niveau supérieur, qui essaie de les encadrer, même si depuis le début, la Nissa est un peu instable. Mais je pense que c'est parce qu'elle donne la chance aux coureurs, et malheureusement, des fois, le coureur finit essoufflé. Mais on a vu des exemples qui ont marché, comme Chattanooga FC, Detroit City FC. C'est des équipes qui venaient directement du milieu semi-pro et qui réussissent très bien. Ces deux clubs-là ont fini meilleurs dans le top 2 de leur groupe respectif. Donc, Chattanooga FC avec 5 points en 3 matchs et Detroit City FC avec 6 points en 3 matchs, qui est le vainqueur là, de la Ligue. Qui est le champion, là, donc c'est pas rien. Mais je pense que la Ligue voulait aller plus loin avec ça. Voulait vraiment préparer son futur avec des équipes établies du milieu semi-pro américain. Et c'est justement pour ça là, qu'ils ont lancé la Nissan Independent Cup lors de l'été, lors de la dernière été. Je pense que ça a été officiellement là, annoncé le 1er juillet, justement. Et vraiment, c'est une belle brochette d'équipes semi-pro. Pour ceux qui ne les connaissent pas, là, c'était des clubs qui venaient de la UPSL, de la NPSL et même de la GCPL.
qui est la Gulf Coast Premier League. Et parmi les gros noms là, de cette coupe, si j'enlève Chattanooga, New Amsterdam, New York Cosmos, il y avait, c'est sûr, il y avait Louisiana Crew FC qui était dans la région du centre. Au niveau des Grands Lacs, je pense que les trois clubs, c'était des gros clubs. Notamment, il y avait le Detroit City FC, mais il y avait Cleveland FC, FC Buffalo. Si vous avez la chance de voir la NPSL, je vous conseille d'aller voir ces clubs-là. C'est magique. Au niveau du Mid-Atlantic, il y avait Baltimore, les Crustos, qui viennent de refaire justement un logo. Là, c'est magnifique. Et il y avait Maryland Bobcats, mais ça, je pense qu'on va en parler un peu plus tard. Et du côté du sud-est, il y avait Georgia Revolution, Savannah Clovers FC et Soda City FC. Vraiment, là, c'est sûr que peut-être pour vous, là, ça vous dit rien, mais pour moi qui suis vraiment les divisions inférieures, la UPSL, la NPSL, vraiment, la NISA aurait pas pu mieux choisir ses clubs. C'est tout simplement... j'avais hâte de voir ces clubs-là dans une même compétition. Malheureusement, à cause du COVID-19, là, ils n'ont pas pu s'affronter interrégion, mais on a quand même pu voir là, des beaux matchs. Pour toi, Antoine, elle signifie quoi cette Independent Cup? Est-ce que tu penses que c'était seulement, on pourrait dire, là, un tournoi comme ça, ou tu penses vraiment que la NISA va rebâtir là-dessus pour les prochaines années? C'était un tournoi qui était dicté forcément par le contexte sanitaire qui faisait qu'il fallait faire des tournois régionaux, mais la NISA n'ayant à l'époque que 8 équipes, je crois. C'était compliqué de faire des tournois régionaux à 8, surtout qu'à l'ouest, il n'y a pas beaucoup de clubs. Et donc créer une sorte de tournoi avec des équipes amateurs qui voulaient s'affronter face à des clubs pros, c'était une très bonne idée, je trouve, dans le contexte de la situation sanitaire. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'ils ont lancé, je pense que oui, ça va continuer, puisqu'ils ont lancé la Nissan Nation il y a 2 semaines, je crois. Exactement. Donc c'est un nouveau système de partenariat entre les clubs amateurs et la NISA. Et l'idée, c'est que la Nissan Nation fasse... En fait, les clubs amateurs jouent souvent de mai à juillet, août, là où les joueurs de college soccer sont disponibles et qui peuvent prêter main forte. Mais ils jouent peu le reste de l'année. Et la Nissan Nation, ce serait une sorte de ligue inter-club amateur qui est chapeautée par la NISA elle-même afin de faire vivre ces clubs tout au long de l'année. Donc ça servirait non seulement à créer des liens, donc c'est-à-dire que pour les clubs de NISA, c'est plus simple de trouver les jeunes pépites des clubs amateurs qui peuvent voir pendant ce tournoi Nissan Nation. En plus, ça permet à la NISA de voir quel club amateur pourrait peut-être rejoindre la NISA, qui a un groupe d'investisseurs sérieux, qui a des fans, donc qui a un bon terrain par exemple. Donc c'est gagnant-gagnant, je trouve, comme système. C'est très intelligent parce que la MLS et la USL ont vraiment délaissé le côté amateur du soccer aux États-Unis. Et là, le NISA les supplante un peu dans ce rôle de grand frère. Ce qui est dommage pour moi, c'est que c'est beaucoup d'affiliations avec des ligues régionales. Tu parlais de la Gulf Coast, il y a aussi la Metropolitan League de New York, il me semble, quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas de rattachement à une division 4. Et il y a des grosses divisions 4 aux États-Unis, la UPSL, la NPSL. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas une affiliation entre une de ces ligues et la NISA, parce qu'elles ont un peu les mêmes rôles, la même ambition de contrer le monopole de la USL et de la MLS. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas ça, mais sinon c'est une très belle idée, la Nissan Nation, et il y a une vraie affiliation qui se joue entre la NISA et les clubs au niveau amateur. Oui, exactement. Et c'est ça. Ouais, la Ligue new-yorkaise, je pense que c'était la Cosmopolitan League. Et c'est ça, tu parlais d'affiliation avec la NPSL et la UPSL. Ça serait vraiment superbe, mais je pense pas que ça va arriver de sitôt. J'ai l'impression qu'il y a un peu des froids entre la NISA et ces autres ligues-là, justement à cause des équipes qui sont allées chercher. Si on se rappelle bien, la NPSL voulait voulait lancer une ligue professionnelle. Il avait même fait la NPSL Members Cup, où est-ce que le Detroit City FC et Chattanooga FC étaient censés participer. Et finalement, ils ont décidé d'aller en NISA. Fait que selon moi, quand tu parles d'eux, et vraiment, je pense qu'au niveau de la NPSL, c'était leurs 2 plus grands clubs. Quand tu parles de tes 2 plus grands clubs, c'est dur après ça lancer ta ligue professionnelle. Et justement, on n'a plus entendu parler. Et donc, c'est pour ça je pense que la NPSL est un peu fâchée avec la NISA. Et du côté de la UPSL, qui est
on pourrait dire, maintenant aussi gros que la NPSL parce que c'est un soccer qui joue à l'année longue et pas seulement l'été. Donc, ils ont vraiment pris, on pourrait dire, un momentum un peu plus rapide que la NPSL. Au niveau de la UPSL, il y a eu quelques froids dernièrement. Et je pense que ça va mener à un nouveau sujet, là, mais c'est ça. Au niveau des prochaines expansions, il y a les Maryland Bobcats FC qui avait une équipe en NPSL, mais également en UPSL. C'est une équipe un peu comme Detroit City FC, mais peut-être un peu plus accéléré. Là. Ils ont été fondés seulement en 2016. Mais non, c'est une équipe qui a effectué un rebranding il y a peut-être 1 an ou 2, qui font les choses à la perfection, je trouve. J'ai écouté des podcasts avec leur directeur général. Ils ont vraiment une idée en tête. Ils ont remporté la UPSL la saison dernière, donc pas juste dans leur conférence, vraiment le championnat national à Miami. Justement contre, si je me trompe pas, c'était contre Soda FC, mais c'est ça vraiment, c'est une des meilleures équipes, c'est une des meilleures équipes là, de la UPSL et ils ont rejoint l'ANISA. Donc, et j'ai vu sur Twitter que justement le directeur général des Bobcats avec la UPSL, ils ont eu un peu d'altercation. Je n'irais pas jusqu'à dire violente, là, mais non, la UPSL n'avait pas l'air content de les voir partir. Et c'est un peu décevant là, parce que je pense que ça donne une assez bonne pub pour la UPSL. Imaginez si leur meilleur club, Vanessa, et par exemple remporte la Ligue lors de la prochaine saison, ça prouve que la UPSL était du bon niveau, mais ils l'ont pas pris de ce côté-là. Donc c'est sûr que je pense que ça sera prochainement qu'on va voir une affiliation entre les deux. Et d'ailleurs, avec la Nissan Nation, je pense que la Nissa s'est dit hey, au diable les affiliations, on va s'occuper de nous-mêmes. Et donc, je pense que ça coupe court justement la chance d'avoir la UPSL ou la NPSL avec la Nissa. Et c'est dommage, parce que ça aurait pu être merveilleux selon moi. Sinon, Antoine, est-ce que tu voulais nous parler des autres expansions? Parce qu'il y en a quelques-unes là, pour l'année prochaine. Juste un petit mot sur les Maryland Bobcats. Je trouve qu'en effet, c'est une super idée d'expansion. Ils ont l'air hyper sérieux. Je les connais pas autant que toi, mais j'ai vu vite fait En fait, ils ont pas l'air aussi populaires en termes de personnalité, mais ça va être un gros club formateur dans le Maryland, dans cet état, et qui a pas d'autres grosses franchises. Donc, je suis assez content de les voir intégrer la Nissa. Et on a également un club un peu étrange qui arrive, donc il s'appelle le New Jersey Teamster. C'est tout près de New York, le New Jersey, c'est vraiment la grande banlieue de New York. Elle sera dans la ville de Bayonne, à une quinzaine de kilomètres. Je dis étrange parce que je sors un peu de nulle part cette équipe. Déjà le nom de Teamster, moi je crois que c'est un nom de syndicat américain, il me semble. Ceux qui ont vu le dernier film de Scorsese, dedans il y a un gros complot sur les Teamsters et ce syndicat de camionneurs américains. Et le nom semble être ça. Quand tu tapes New Jersey Teamsters sur Google, tu tombes pas sur l'équipe, tu tombes sur le syndicat. Ouais, exactement. Pour préciser, c'est le International Brotherhood of Teamsters, qui est la fraternité internationale des conducteurs. C'est ça, donc c'est un syndicat de camionneurs et c'est très bizarre qu'ils aient choisi ce nom. Le logo est plutôt cool, c'est une tête de cheval, mais c'est très étrange comme nom. Les propriétaires seront les premiers propriétaires afro-américains majoritaires d'un club de soccer aux États-Unis, surtout que c'est une femme, Sabrina Stowe Girardino, et son mari est copropriétaire, il me semble également. Mais le club n'a pas joué un seul match et ils ont quand même déjà lancé un financement participatif. Donc tout ça a l'air très étrange, surtout qu'en même temps, alors je me souviens plus du nom de l'émission, mais en même temps ils sont actuellement sur une émission de télé-réalité dans une chaîne de Disney où ils expliquent tout le concept de New Jersey Teamster et comment ils vont en fait essayer une sorte d'émission de télé-réalité d'entrepreneuriat. Donc comment ils vont monter leur équipe et faire du revenu avec. C'est très étrange tout ce projet. J'ai hâte de les voir commencer parce que pour le moment il y a beaucoup de campagnes médiatiques vraiment bizarres. Je vais pas te mentir, les réseaux sociaux aussi du club parfois sortent des tweets un peu étranges. Donc voilà, c'est pas l'expansion la plus solide. Je suis plus confiant du côté des Maryland Bobcats, mais c'est cool qu'il y ait un autre club du côté de New York.
Ce qui fait que voilà, il y aura New Jersey, New Amsterdam, New York Cosmos, c'est pas mal. Ensuite, un autre gros nom qui me hype énormément. Oui, juste pour information, les Bobcats de Maryland arriveront en fin 2021 pour la saison d'automne sûrement, alors que New Jersey, ce sera plutôt pour le début 2021. Et donc un gros nom qui me hype également, c'est le 10 septembre dernier, la NISA a annoncé que Peter Wilt, dont je vais expliquer un peu le nom plus tard, annonce une franchise à Chicago pour la saison d'automne 2021. Donc déjà Chicago, c'est génial comme marché parce que c'est un marché où la MLS galère. Le Chicago Fire n'arrive pas à être à intéresser la ligue parce qu'il y a beaucoup trop de clubs sportifs et ils ont souvent été en banlieue et ils n'ont jamais eu de gros noms depuis 10 ans. Donc le Chicago Fire galère un petit peu à attirer les foules. Et récemment, il y avait eu l'idée d'avoir une équipe d'USL là-bas et tout le monde avait dit, mais en fait, cette équipe d'USL, elle peut dépasser les audiences, les affluences de la team MLS. Finalement, le projet USL est tombé à l'eau, mais dans l'idée, avoir une équipe de Nissa à Chicago, c'est une super idée et encore mieux, parce que l'idée, du coup, c'est battre le Fire en termes d'affluence et de popularité. Et ben, le nom dont je parlais tout à l'heure, Peter Wilt, celui qui s'intéresse à créer cette franchise, c'est un mec très connu pour bâtir des franchises de soccer qui marchent partout aux États-Unis, notamment le Chicago Fire en 96, il en était à la tête. Il y a les Red Stars de Chicago qui sont l'équipe féminine là-bas en NWSL qui marche plutôt bien et qui ont marketingement, ils sont dingues, les maillots sont toujours fous, le logo est sympa, ils ont des grandes stars. C'est lui qui l'a créé. Il a créé Indy 11 en USL, qui fait aussi un succès populaire. Ils ont plus de 10 000 spectateurs souvent à Indianapolis. Et récemment, il a surtout créé le Forward Madison. Si vous nous suivez sur Twitter, vous connaissez forcément cette équipe. Marketingement, c'est une équipe qui bat tout le monde. Ils font des tweets, des concours qui sortent totalement de ce qu'on voit d'habitude avec le football. Ils ont une autodérision complète. Leur logo, c'est un flamant rose en plastique. Bref, le Forward Madison, c'est une équipe qui a explosé tous les codes de communication en termes de football ces dernières années et qui est hyper populaire dans le monde entier, alors que c'est une équipe de 3e division, qui est en USL League One. Et donc, il arrive en ISA pour faire une franchise dans sa ville, à Chicago. Enfin, tout devrait marcher là-dedans. Donc, j'ai très, très hâte de voir l'angle qu'ils vont prendre, le logo, le nom, est-ce qu'ils vont réussir à se retrouver à la centre-ville de Chicago. Beaucoup de questions, mais très hâte de voir cette équipe. Ensuite, le problème de toutes ces expansions-là, c'est que ça fait beaucoup d'équipes à l'Est. À l'Ouest, Auckland part notamment, donc il en reste plus beaucoup. On a aussi une équipe peut-être à Miami qui va arriver, mais du coup c'est toujours à l'Est, mais ça c'est pas encore confirmé. Mais donc à l'Ouest, la seule recrue, c'est pas vraiment une recrue en fait, c'est les San Diego 1904 FC qui reviennent après avoir fait un an de pause. Et avec Anthony, on le sait, mais peut-être pas vous, les clubs amateurs ou semi-professionnels ou des divisions inférieures aux États-Unis font souvent des ans de pause. Souvent, ils reviennent jamais. Donc, j'étais très étonné de voir le 1904 FC revenir. On avait interviewé leur coach et propriétaire français, Alex Gontran, sur ce podcast. Il avait été très sympathique. Et le projet est beau, c'est de former des jeunes de San Diego, une ville très peuplée avec pas mal de talent et d'influence latino-américaine. C'est un club qui est entre autres copropriété aussi de Eden Hazard et d'Mbaba. Donc il y a des gros noms derrière et ils reviennent en 2021. Ils vont avoir du mal à revenir parce qu'il y a un autre club qui s'est lancé en attendant à San Diego, les Loyals en USL, notamment chapeauté par Landon Donovan qui est entraîneur. Donc ça va être compliqué de s'imposer dans cette ville, mais en tout cas ça fait un retour d'une marque qui est plutôt aimée dans la ville et avec des gros noms en tant que propriétaire. Donc très content de revoir les San Diego revenir. Oui, exactement. Ça va être très intéressant. En plus, je pense que la saison dernière, c'était l'équipe qui jouait dans le plus gros stade. Ils jouaient dans un stade de football américain, donc c'était drôle à voir aller. Mais non, tu dis, je pense que le plus gros problème de la NISA en ce moment, ça va être d'équilibrer un peu son territoire parce que honnêtement, la NISA Division 3, même la Division 2, la USL Championship, a mis ça en conférence. Et je pense que si tu veux être viable dans les divisions inférieures, tu n'as pas trop le choix d'y aller en conférence. Sinon, ça coûte très cher en déplacement. Donc, en ce moment, prochainement, il va y avoir 1, 2, 3, 4, il va y avoir au moins 8 équipes à l'Est, si je ne me trompe pas. Et c'est ça, à l'Ouest, il tombe à seulement 3. Donc, il faudrait vraiment qu'il commence à aller chercher à l'Ouest. Et on le sait là, qu'il
qu'il y a des belles équipes à l'Ouest. Moi, rapidement comme ça, j'aimerais ça voir un LA FC rejoindre la NISA. C'est un club qui le propriétaire, c'est Alessandro Del Piero. C'est vraiment un beau club. Sinon, il y a San Francisco City FC. Il y a vraiment des Napa Valley aussi. Oui, exactement. Il y a des beaux clubs dans l'Ouest et j'espère que la NISA va les accepter et qu'eux souhaitent rejoindre l'échelon supérieur. Je pense que justement, à l'Est, on a un peu vraiment ce lien entre le semi-pro et le pro avec Détroit, Chattanooga, des équipes comme ça, tandis qu'à l'Ouest, c'est vraiment plus du créé, là, et ça serait vraiment bien. Et je pense que ça apporterait vraiment justement un nouvel angle de justement apporter les équipes semi-pro de l'Ouest. Et justement, la NISA en a besoin. Donc, si ils ont les investisseurs et le vouloir, je pense que ça doit être fait. Et connaissant la NISA, j'ose croire qu'ils ont commencé à penser à ça parce que pour vrai, pour les trois équipes qui vont rester à l'Ouest, là, ça va leur coûter assez cher la prochaine saison en déplacement. Là. Ouais, c'est clair, parce qu'il reste que le LA Force et Cal United Strikers et San Diego du coup, mais oui, c'est les 3 sur 10 ou 11, suivant les expansions qui arrivent cette année ou l'année prochaine, on ne sait pas trop encore, mais ouais, ça va être compliqué pour elle et il faut vraiment que la Ligue arrive à se débrouiller par rapport à ça. Oui, exactement. Et c'est ça. Donc, la NISA, beaucoup d'instabilité jusqu'à présent, mais quand même plusieurs marchés de confirmés. Moi, j'ai hâte de voir justement qu'est-ce que les équipes semi-pro allaient faire comme Chattanooga, comme Détroit, et ça se passe super bien. Chattanooga FC réussit parfaitement à rivaliser contre les Red Wolves. Je pourrais même dire qu'ils commencent à prendre le dessus. Et c'est ça. Donc, vraiment, la NISA, le début a été quand même assez agité avec des équipes qui ont quitté le bateau assez rapidement, comme Stockton, comme le Fury de Philadelphie. Mais j'ose croire que maintenant, les choses vont se replacer. Un peu moins d'instabilité, là, à part peut-être les clubs qui partent vers l'échelon supérieur. Mais selon moi, ça veut dire que tu fais succès parce que si les autres ligues veulent venir te chercher tes meilleurs éléments, je pense que c'est pas bon signe, mais ça veut dire que tu fais un bon travail. Donc, je pense que la NISA va devoir confirmer dans les prochaines années, aller chercher peut-être plus d'équipes. J'aime ce parfait mélange entre semi-pro et nouveau club, nouvelle franchise. Donc, non, ça risque d'être très intéressant et j'ai hâte de voir là, c'est quand qu'ils vont arriver avec la promotion de relégation. Parce que tous les supporters de la NISA, c'est ce qu'ils veulent voir. Moi également. Je ne peux pas dire que je suis un partisan à 100% du système pro-rail aux États-Unis. Je pense qu'il y a quand même des choses à bâtir avant. Mais si la NISA le fait dans les prochaines années, je pense que ça va être un parfait exemple si ça peut marcher ou pas. Donc, ça risque d'être vraiment, mais vraiment très intéressant. Qu'en penses-tu, Antoine? Ouais, pareil, je ne sais pas trop comment ça peut se faire. Le problème, comparé à la USL qui a une 50aine de clubs dans 3 divisions, la NISA galère à être plus de 10. Donc, il va falloir attendre un petit peu pour avoir la promotion en relégation. Mais en tout cas, c'est une ligue qui la promouvoit assez activement. Donc, ça se fera un jour si la NISA continue à survivre. Et d'ici là, il y aura toujours cette affiliation avec les clubs amateurs qui permet de les voir un petit peu jouer des plus petites équipes, ce qu'il n'y a pas forcément dans les autres divisions. Et ça ne peut être que bénéfique. Oui, exactement. Donc, vraiment, c'est ça. Beaucoup d'optimisme. Je pense que les pires jours de la NISA sont derrière. Donc, vraiment, c'est intéressant. Comme vous l'avez pu l'entendre aujourd'hui, il y a quand même plusieurs bonnes nouvelles et tout. Donc, les choses vont bien. Et si jamais les choses changent, c'est sûr qu'Antoine va pouvoir venir nous en parler. Donc, est-ce que tu as un dernier mot, Antoine, ou... Non, pour la NISA, c'est bon. Continuez à regarder sur Culture Soccer. Toujours des nouveaux articles qui sortent, toujours des podcasts. Et on se retrouve très bientôt, j'espère. Parfait, oui, et c'est ça. Donc, merci beaucoup, Antoine, de t'être prêté au jeu de la NISA. Merci à vous de nous écouter à chaque semaine. Si jamais vous voulez qu'on parle de sujets précis ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, à repartager pour qu'on puisse atteindre le maximum de gens. Donc, merci beaucoup de votre écoute à chaque semaine et je vous souhaite une bonne semaine.